Bonsoir à tous, il est 19 h, donc je vous propose qu'on commence le conseil municipal en commençant déjà par l'appel. Bonsoir à tous. Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Christophe Hanck. Présent. Agnès Lelanic. Présent. Conrad Valran. Présent. Zora El-Basri. Présent. François Mortier. Présent. Nathalie Pastoré-Top devrait arriver. Elle est là. Donc, Nathalie Pastoré-Top. Je suis là. Thierry Lemans. Présent. Marie-Française. Présent. Philippe Debouil. Présent. Irène Ferrand. Présent. Jean-Claude Cabrin. Pascal Demey. Présent. Manuela De Freitas. Présent. Marie-Christine Prokopovitch. Présent. Valérie Solos. Présent. Tecla Ménager. Présent. Nicolas Ledru. Présent. Marco Gigante donne pouvoir à Marie-Christine Prokopovitch. François Debouvry. Présent. Gilbert Amblot. Présent. Francis Pilois. Présent. Séverine Rasson donne pouvoir à Charles-Alexandre Prokopovitch. Jules Keva donne pouvoir à Amaury Medji. Maryse Legros. Présent. Claude Prince donne pouvoir à Gaëtan Jeanne. Gaëtan Jeanne. Présent. Francis Ménager. Mélanie Vanov. Présent. Francis Landré. Présent. Frédéric Powels et Michel Blondel. Présent. Merci. Alors, pour l'ouverture de ce conseil, vous le savez tous, mais nous avons appris le décès de Patrick Delgrange, qui a siégé au sein de ce conseil de 1983 à 1995. Il était adjoint à l'animation de Maurice Caudron notamment. C'est une figure emblématique de notre commune, qui est à l'initiative de la création du Salon de la bande dessinée qu'il a présidé jusqu'à ses derniers instants. Donc, je vous proposerai d'observer un temps de recueillement en sa mémoire, et je voudrais aussi avoir une pensée pour M. Christophe Carlot, qui était agent des Espaces Verts et qui est décédé d'une manière brutale. Mais je vous propose de commencer ce conseil en pensant à M. Delgrange et à M. Carlot. Je vous remercie. Ensuite, je prends la continuité je donne une continuité de nouvelles plutôt désagréables. J'ai appris ces jours-ci qu'il y aurait une fermeture de classe à l'école maternelle Paul Bert à la rentrée. Du fait d'une baisse des effectifs. Avec M. Walran, on est en discussion avec l'inspection, on essaie de ne pas aller jusqu'à la fermeture, mais bon, il y a un avis et on va tout faire pour qu'il y ait une réouverture de classe à la rentrée. Ceci dit, il y a des baisses d'effectifs, et ça, il ne faut pas c'est de manière générale dans le département, même si la MEL est moins touchée, même si notre ville est moins touchée. Maintenant, il y a quand même une suppression de postes d'enseignants qui ont été négociés pour que le budget soit pas censuré, pour que le gouvernement ne soit pas censuré, et finalement, il y a quand même des fermetures de classes. Donc, on a bon espoir tout de même, je ne vais pas dire qu'il y a un espoir important que l'éducation nationale revienne sur cette décision, mais on a quand même des inscriptions en cours, et on a, je ne vais pas dire un frémissement parce que le mot est souvent mal interprété après. Mais on agit pour que l'éducation nationale puisse revenir sur cette décision.
Sans transition, je souhaite là passer à plutôt aux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle dans un contexte où on a eu, je ne sais pas si vous avez entendu cela, une polémique dans les restaurations municipales concernant l'utilisation du soja dans les restaurations. Pour les repas végétariens, il faut savoir que la ville de l'Issy-la-Loi ne sert pas de repas végétariens à base de soja depuis plusieurs années, car, comme vous le savez, le directeur de la restauration municipale est membre d'Agores, et cette association de restauration collective avait déjà lancé une alerte auprès de l'ANSES, et c'est ce rapport justement qui a alerté sur l'utilisation du soja dans les restaurations collectives. Donc il n'y a pas de danger pour nos jeunes Lissois. Et enfin, une bonne nouvelle, parce qu'avec les années Covid et puis beaucoup de choses, on a le jumelage qui est repris, qui a pris son rythme de croisière et à plein. On a des Allemands des jeunes Allemands et des tennisman et women qui vont venir au mois de mai. Et j'ai reçu récemment une invitation du maire de Loteux pour avoir une délégation qui est déjà allée d'ailleurs pour la journée de la femme en Allemagne, mais pour les 50 ans de la commune de Loteux. Mais je ferai la communication en temps utile aux personnes qui pourraient être concernées pour qu'on puisse aller dans notre ville jumelée pour fêter ses 50 ans. Voilà pour la partie annonce. Je vous propose maintenant de passer à l'approbation du procès verbal s'il n'y a pas de questions. Il n'y aurait pas de questions, donc. Qui s'abstient, qui vote contre? Le procès verbal est adopté à l'unanimité. Alors, je vais passer la parole maintenant à M. Andre pour une délibération en même temps qui est sur table. Je vous demanderai de faire un vote groupé là-dessus pour justifier l'insertion de cette délibération et aussi de bien vouloir l'approuver. Bonsoir à tous. Donc cette première délibération concerne le CIVU Val-de-Marque, simplement pour l'entrée de la ville de Fretin. Donc il était acté que les villes d'Anstin, Bouzines, Chéran et Tressin feraient partie du CIVU à compter du 1er avril 2025. Et donc la ville de Fretin intégrera le CIVU à compter du 5 mai 2025. Alors il n'y a rien de plus à dire sur cette délibération. On peut donc passer au vote. Y a-t-il des questions d'abord? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, alors, première délibération, modification des indemnités de fonction du maire. Pourquoi il y a une modification des maires et des adjoints et des conseillers délégués spéciaux? Pourquoi? Parce que d'un commun accord, et à la demande d'ailleurs de Mme Séverine Rasson, je vais retirer ses délégations par rapport à ses fonctions professionnelles et où elle ne peut plus être présente et s'investir. Donc elle a souhaité retirer, ne plus avoir de délégation et donc des indemnités qui suivaient. Donc je vous propose que ce montant, reprenant la délégation du commerce, qu'elle me soit versée, en sachant qu'à ce jour, j'ai une indemnité municipale de 1 285 € à peu près, net, et ce qui vous ferait passer l'indemnité du maire juste en dessous de 1 500 €. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur André. Monsieur le maire, merci de me donner la parole pour ça, monsieur dame. Donc j'interviens au nom du groupe Agir Ensemble sur cette délibération. En 2020, nous avons voté contre la délibération qui fixait les indemnités. Comme en 2020, l'enveloppe globale que vous proposez pour les indemnités des élus majoritaires s'élève à 312,36%. Donc pratiquement le maximum autorisé, puisque c'est 312,5% par rapport à l'indice de la fonction publique de référence. Aujourd'hui, en retirant la délégation du conseil municipal, vous nous demandez que son indemnité vous soit attribuée.
Comme vous aimez les chiffres, je vais donc vous en donner quelques-uns. Monsieur le maire, si je prends en référence les indemnités qui vont être versées en 2024, vous avez perçu 16 104 € de la ville de Sénanois et 9 297 € de la métropole européenne lilloise. Pour notre commune, un conseiller municipal délégué a perçu en 2024 2 914 €. Je peux supposer que pour cette année 2025, la conseillère déléguée au commerce a reçu son indemnité au premier trimestre et vous le percevrez donc à partir du mois d'avril. Si mon analyse est correcte et en me basant sur le montant de 2024, vous percevrez en 2025 pour les 3 trimestres une augmentation de 2 186 €, soit plus de 13,5%. Dans quelques instants, nous allons aborder l'examen du budget 2025. Je ne peux pas anticiper le débat, mais attirer votre attention par 2 exemples sur les subventions que vous nous présenterez. Les subventions de l'Office municipal des sports et de l'IS-Animation, qui regroupe un grand nombre d'associations de la commune, c'est 0% d'augmentation, et ce depuis de nombreuses années. Cependant, les charges des associations n'ont pas baissé, bien au contraire. Nous pensons que cette somme que vous attribuez aurait pu être dépensée différemment, entre autres au niveau associatif, et nous voterons contre. C'est votre choix. Je ne veux pas dire que vous mélangez les choses parce que c'est de l'argent public. Il faut savoir que quand j'ai commencé mon mandat, j'avais un mi-temps à côté. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne plus avoir d'activité professionnelle à côté. 1 500 € d'indemnité nette pour le maire de Célanois, qu'il fait, certes, c'est mon choix, mais avec toutes les responsabilités que ça donne, honnêtement, on n'est pas non plus sur des sommes extraordinaires. C'est ce que je vous dis. Deuxièmement, pour la partie des associations, on a toujours travaillé avec les associations, et quand il y a des demandes exceptionnelles, que ce soit au niveau culture ou que ce soit au niveau du sport, pour des projets, on a toujours accompagné. Pour l'OMS, il y a une année où on a eu une année de baisse après le Covid, et on a redonné encore après. Et ce qu'il faut savoir entre deux par rapport à l'OMS, c'est qu'il y a une partie des frais qui étaient donnés dans la subvention qui sont repris et qui sont versés directement par la mairie aux associations. Donc il n'y a aucune association qui, de manière globale, a de baisse de subvention. On aurait pu, si on allait jusqu'au bout, parce qu'il y a ce calcul-là, et je vous propose que d'ici le mois de juin, on fasse l'exercice, on ajoute auprès de chaque association le coût d'utilisation des salles. Donc il y a aussi le versement de subventions en nature. Là, on parle en numéraire, mais il y a aussi la partie en nature qui est quand même à prendre en compte. Parce que les hausses de chauffage et d'électricité, ça a quand même eu un coût et on n'a rien répercuté. Il y a des villes qui font payer la location des salles. Nous, tant que ça reste dans le cadre, il n'y a aucun problème. Quelquefois, pour certains projets, on autorise même des dérogations pour qu'ils puissent trouver des ressources supplémentaires. Donc comparer l'indemnité du maire avec toutes les responsabilités que je peux avoir et une subvention aux associations, d'ailleurs je rappelle aussi que quand je vais dans un événement associatif, je paye ma place. Et quand c'est un événement municipal, je paye ma place. Ça n'a pas toujours été le cas dans les majorités auparavant. Donc voilà. Donc on peut passer au vote. On a vu les contre, mais on va quand même voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? La délibération est adoptée à la majorité des voix, 30 voix pour, et 3 contre. Merci. Donc nous allons pouvoir passer au CFU. Donc le compte financier unique, comme vous le savez, ça regroupe l'ancien compte administratif et l'ancien compte de gestion. Par contre, je demanderai qu'il n'y ait pas de commentaires ni de chuchotement à côté, parce que les seules personnes qui ont la parole, ce sont les conseillers municipaux, s'il vous plaît.
Alors, les résultats du CFU 2024. Donc, au niveau de la section de fonctionnement, en excédent 2023, 1 64 899 €. Excédent année 2024, 1 605 478 €. Je vous passe les centimes. Donc, excédent cumulé 2024 à 2 670 378 €. Au niveau de la section d'investissement, donc déficit cumulé fin 2024, 1 272 256 €. Excédent avec les restes à réaliser, 51 800 €. Déficit cumulé fin 2024 avec les restes à réaliser, 1 220 394,15 €. Donc on vous proposera d'affecter à la section d'investissement les excédents de fonctionnement capitalisés au compte 1060 la somme d'1 220 395 € et 34 centimes et en report de fonctionnement au compte 002 la somme d'1 449 982 € et 76 centimes. Cela est dit, mais c'est pas ça le... Enfin, si c'est intéressant, évidemment, les chiffres sont bons, mais c'est surtout l'explication d'où viennent ces chiffres. Alors, d'où viennent ces chiffres? Au niveau de la section de fonctionnement 2024, les caractéristiques générales par rapport à 2023, c'est des recettes qui augmentent de 0,75%, hors pause exceptionnelle, et des dépenses de fonctionnement également en augmentation de 1,34%. Pour la répartition de nos recettes de fonctionnement, comme vous le savez, la part majoritaire, et là on est plus importante, mais là c'est la part majoritaire vu qu'on dépasse les 50%, c'est la fiscalité locale. Si on ajoute les différents impôts et taxes, on passe quand même à plus de 68%. Plus les 2/3, c'est la contribution fiscale. Après, on a les dotations qui représentent un quart. Une partie de dotation, je rappelle que ce sont quand même des compensations des recettes fiscales qui ont été prises à la ville il y a des années, par exemple en CETP, et qui sont en dotation. Ou alors des fonctionnements de services comme la CAF, et on a des produits des services qui représentent 5,75%. Donc on ne peut pas dire non plus qu'on demande des participations extraordinaires aux familles, et ça tout le monde en convient, pour les différents services municipaux, et ce n'est pas la volonté non plus pour nous d'augmenter ces participations, car on sait que le pouvoir d'achat des ménages est quand même très contraint dans ces périodes, de toute façon tout le monde l'a dit à toutes les périodes, mais là on a l'impression quand même que c'est un peu plus resserré qu'auparavant. Au niveau de nos dépenses de fonctionnement, donc les charges de personnel représentent 60% du budget, enfin du réalisé, pardon, donc un peu moins de 8,5 millions, et après les charges à caractère général, un peu moins de 2,8 millions, les charges de gestion courante, un peu moins de 2 millions. Les charges financières qui sont à un peu moins de 230 000 €. Comment sont dépensés en fonctionnement ces euros? Je le redis quasiment à chaque fois, je pense, depuis 2014, et c'est une des grandes fiertés de la ville, et de tout temps, c'est que plus du quart du budget passe pour l'enseignement, pour l'éducation des enfants. C'est quand même une clé et un fait, un chiffre à souligner. Et après, vous avez toute la ventilation suivant les différents services concernés. Ensuite, nous avons le tableau qui a été ajouté il y a quelques temps déjà, les évolutions de dépenses sur les fruits et l'alimentaire, avec un suivi particulier sur ces questions, d'autant plus après l'inflation des produits énergétiques, donc pour le chauffage, donc le gaz et l'électricité. Donc on voit toujours la stabilisation, enfin une certaine stabilité, plutôt stabilisation, une certaine stabilité au niveau de l'eau. L'électricité, où les dépenses sont un peu supérieures à 2022, malgré le développement de la LED et un léger tassement des prix électriques, mais au niveau des bâtiments, il y a le gaz au niveau du chauffage, donc le prix n'a pas baissé. Par contre, au niveau de l'éclairage public, on a la conjonction de phénomènes, l'investissement en LED
depuis une dizaine d'années maintenant, mais en plus la baisse du prix du kilowattheure de l'éclairage public, parce que c'est un marché différent, du fait enfin que l'État est réinvesti dans la production nucléaire, et comme chacun le sait, une centrale nucléaire, ça ne s'allume pas et ça ne s'éteint pas avec l'appui d'un simple bouton. Donc comme il y a une production continue, il y a une baisse mécanique, enfin obligatoire, du prix du kilowattheure, vu qu'il faut écouler la production. Ça ne veut pas dire qu'on va pas diminuer, qu'on ne termine pas le programme de passage en LED des bâtiments. On continue évidemment. Et au niveau du chauffage, donc on a une baisse aussi par rapport à l'année 2023. Et l'alimentaire, par contre, qui reste toujours sur une phase progressive, 520 000 € de dépenses. Donc par rapport à ces charges-là globalisées, on était à 1 160 000 pour 1,4 million en 2023. Il faut attendre 2021 pour avoir ces chiffres, mais je rappelle quand même qu'en 2021, on avait une année Covid où il y a aussi de l'alimentaire qu'on n'avait pas forcément non plus acheté du fait de fermeture de classe avec les différents confinements. Et les activités de loisirs aussi qui ont été vachement perturbées. Voilà pour ces dépenses. Au niveau de la section d'investissement, des dépenses réelles d'investissement d'1 478 000 €, 1 478 000 €, un endettement maîtrisé avec un remboursement d'emprunt d'un peu plus de 1 270 000 €, et des recettes d'investissement de 541 957 €, dont 170 000 € de subventions, et le reste qui est en FC, qui est le FCTVA. Au niveau des recettes d'investissement par chapitre, donc des dotations, voilà, qui sont les premières, donc le 1068 qui est une reprise, les subventions d'investissement, vous les avez, et les opérations d'ordre, donc les écritures comptables. Comment se sont répartis nos dépenses d'investissement? La première dépense était le remboursement de nos emprunts. Je pense que ça, on en discutera aussi au budget, il y aura sans doute des questions. Et les immobilisations corporelles, donc tout l'investissement, les dépenses d'équipement, à 1,2 million. Et sur la répartition par famille, évidemment, vu qu'on a déjà les remboursements d'emprunt, évidemment, c'est sur les opérations financières qui sont les premières, à 47%, vu que c'était déjà la dépense principale de nos investissements. Le niveau de la dette, donc ça y est, qui amorce enfin une véritable décrue, une capacité de désendettement qui s'établit à 4,89 ans, donc on passe en dessous des 5 ans, on était déjà bien en dessous du premier seuil d'alerte. La dette par habitant est de 778 € au 31 décembre, et du fait qu'on ait une légère augmentation de population entre le 31 décembre et le 1er janvier, c'est déjà en dessous des 778 €, et aujourd'hui avec le remboursement déjà de nos emprunts, on est déjà en dessous de ces 778 €. Là on est sur le diapo suivante, sur le niveau d'épargne, mais sur quelque chose de très intéressant. On voit quand même qu'on préserve nos différents niveaux d'épargne, et ce qui nous permet quand même de voir l'avenir d'une bonne manière, car on a des marges d'investissement si la route tracée continue, à savoir la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Voilà pour la présentation rapide. Je vais demander s'il y a des questions. Monsieur Bondel. Bonsoir à toutes et tous. Le CFU, véritable bilan financier de la commune, ce CFU permet d'établir une analyse financière et d'apprécier l'écart entre les propositions de dépenses et de recettes adoptées lors du budget primitif et les réalités de leur exécution. À ce titre, son examen constitue un acte majeur de la vie communale.
Les écarts constatés tant en dépenses et recettes sont induits par le principe de prudence avec lequel doivent être élaborés les budgets des collectivités. On constate un résultat d'exécution totale de 752 kg euros. Avec la reprise des excédents de 2023 et des restes réalisés 2024 en investissement, le résultat cumulé est de 1,449 kg euros, soit 101 euros par habitant. Par rapport à tout à l'heure, nous avions parlé de l'épargne, de la dette par rapport à habitant. L'excédent est quand même de 101 euros par habitant niçois. Chaque année, nous sommes avec des excédents de plus de 1,5 million d'euros sur le budget communal. Une simple remarque. Après une analyse approfondie et renseignements pris auprès des services financiers, que je remercie pour leur disponibilité et de l'excellent travail fourni à travers les différents documents et synthèses. Nos dépenses sont maîtrisées et réaffectées pour la gestion du quotidien des Niçois. Cet excédent de fonctionnement et la stabilité de notre autofinancement, cela permet d'être serein pour le futur face à l'incertitude et de continuer à investir en maîtrisant notre besoin de recourir à l'emprunt. Légère baisse de notre épargne brute et nette de 50 kg euros, on peut parler de stabilisation. Ayant voté le budget, je vais donc approuver ce CFU 2024. Y a-t-il d'autres questions? Non, donc je vais répondre à M. Bondel avant de laisser la présidence de séance à M. Hanck pour qu'il puisse faire voter, parce qu'il n'est pas présent. Évidemment, l'excédent, ce n'est pas une cagnotte, parce qu'on pourrait dire oui, une cagnotte, c'est pour préparer les investissements futurs, et cet excédent est souvent, et même très majoritairement, réinvesti tout de suite dans le fonctionnement des services, ce qui est aussi pour nous rassurant au niveau de la trésorerie. Et on a échangé plusieurs fois, mais on est parti quand même d'une situation où on devait quelquefois, très souvent même, chaque année emprunter. Là on n'a pas eu besoin pour l'année 2024 et je peux anticiper 2025, mais là au moment 2025 il n'y aura pas de souscription d'emprunt, mais on a aussi plus recours à des lignes de trésorerie. Et quelquefois des lignes de trésorerie qui avaient quand même aussi un certain coût. Parce que ligne de trésorerie, une banque, même si elle nous avance de l'argent, nous avance rarement de l'argent gratuitement. Donc c'est aussi une situation alors qui est bonne, mais qui n'est pas idyllique non plus. Il ne faut pas non plus croire que tout va dans le meilleur des mondes. Il faut toujours être prudent, surtout par rapport à la situation internationale et cette situation économique où, au niveau des entreprises, on ne sait pas ce que ça va donner avec les tensions en Ukraine et aux États-Unis. Donc, oui, moi je suis... on reste vigilant là-dessus, mais on a quand même des capacités de financement. Je ne veux pas dire qui ont été retrouvées, mais qui ont été constituées parce que ce n'est pas forcément des chiffres qu'on avait l'occasion d'entendre. Enfin, moi, je ne les ai pas forcément entendus parce que j'étais trop jeune pour l'entendre, pour venir, même si ça m'intéressait déjà. Mais la ville a rarement eu une situation aussi facile à présenter pour un budget, pour un compte administratif. Maintenant, voilà, je vais vous quitter pour quelques instants, à regret pour certains, il y en a qui ont envie que ce soit pour plus longtemps, mais Je vais donc vous présenter le CFU 2024. Donc, le compte financier unique 2024 de la ville a été arrêté à la somme de 17 647 740 euros et 29 centimes en recettes et 16 895 445 euros 97 centimes en dépenses. Avant reprise des résultats reportés et des restes à payer et à réaliser en investissement. Un résultat déficitaire de 1 272 256 euros et 1 centime en section d'investissement
et un déficit de 1 220 395 € 34 centimes en incluant les restes à réaliser. Soit un résultat excédentaire de 2 670 378 € et 10 centimes en section de fonctionnement. La somme disponible pour le budget primitif 2025 avec reprise des résultats intégrant les résultats de 2024 et les reports de 2024 sur 2025 est donc de 1 449 982 € et 76 centimes. Je vous propose donc d'approuver le résultat de l'exercice 2024 qu'il ressort du compte financier unique 2024 de la commune. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte financier unique 2024 est adopté à l'unanimité. On va passer maintenant à l'affectation des résultats du CFU 2024. Donc, vu le compte financier unique 2024 pour le budget de la ville, il est donc proposé au conseil municipal d'affecter 1 220 395 € 34 centimes au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, du budget primitif 2025, pour couverture du besoin de fonctionnement de la section d'investissement. De reprendre le solde, soit 1 449 982 € et 76 centimes au chapitre 2, report de fonctionnement du BP 2025, et de reprendre le solde d'exécution cumulé de la section d'investissement au chapitre 01 du BP 2025, soit 1 272 256 € et 1 centime. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? L'affectation des résultats est adoptée à l'unanimité. Merci, donc on peut passer au budget. Donc le budget primitif 2025. Donc un budget mélangé en additionnant l'investissement et le fonctionnement, qui représente un peu plus de 22 363 000. Les trois quarts des dépenses sont des dépenses de fonctionnement et un quart des dépenses d'investissement. Comment on a établi ce budget? C'est pas une surprise, on a eu la discussion au débat de notation budgétaire, toujours avec, on pourrait ajouter, c'est vrai, toujours plutôt que c'est toujours avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau de qualité et la qualité des services rendus aux habitants, de maîtriser le niveau de la masse salariale et de réaliser des économies d'échelle afin de financer les investissements futurs. Nous n'augmenterons pas, je vous proposerai de ne pas augmenter les impôts, la taxe foncière sur le bâti, sur le non-bâti et la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Au niveau de nos dépenses, donc dépenses réelles de fonctionnement, un peu plus de 14,5 millions, 60% pour les charges de personnel, 0,11%, pour le compte 0,11, pardon, donc les charges à caractère général, un peu moins de 24%, donc 3 467 000, et les autres charges de gestion courante, donc les subventions par exemple, un peu plus de 2 millions. On
prévoit des dépenses réelles de fonctionnement en hausse par rapport à 2024 de 0,47%. Pour quelle raison? La première, à cause du fait, on peut dire à cause, de la hausse des cotisations de la CNRACL. La CNRACL, c'est la Caisse nationale de retraite des agents titulaires de la fonction publique. De 4 points. Plus après les visites médicales classiques, mais 4 points d'augmentation sur la caisse de retraite, c'est quand même énorme pour la commune. Pour le fonctionnement général des services, on vous propose une baisse de 0,25%. Les autres charges de gestion courante, donc une diminution de 1,55%, subventions, participation et indemnités élues. Les subventions aux associations, plus 10 045 €. Les participations, donc 5 000 € en plus pour la participation aussi du Val-de-Marne, mais comme vous le savez, ce qu'on inscrit en dépenses, on l'a aussi en recette, vu que nous, on est autonome au niveau du CIV. Les charges financières vont diminuer de plus de 20%. Nous ne souscrivons pas d'emprunt, nos charges ne peuvent que diminuer, vu que nous n'avons que des emprunts, heureusement, à taux fixe, ou un sur taux variable, mais sur le livret A. Le livret A est plutôt encadré. Il y a peu de chances que ce soit comme les emprunts toxiques, qu'on passe de quelques pourcents à des 100 ou 200% de taux d'intérêt. Donc dans quel secteur vont être dépensés l'argent des Lissois? Encore une fois, c'est une surprise, je l'ai dit en plus il y a quelques instants. En premier pour l'enseignement, 27%, donc un peu moins de 4 millions pour les écoles. La culture, la jeunesse, la santé, la sécurité, l'action économique, l'administration générale de la collectivité. Au niveau de nos recettes, voilà, pas de surprise, impôts et taxes, 70%. Dotation, 25%, les autres produits de gestion courante et le produit des services à 844. Alors pourquoi aussi produit des services et domaines? Parce que ce n'est pas une augmentation des tarifs, c'est parce qu'on a aussi pour certains services de plus en plus de personnes qui recourent à nos services, notamment au niveau par exemple de la restauration. Bien qu'on ait moins d'élèves de manière générale par rapport à avant, on a un taux de fréquentation, vu nos tarifs qui sont plutôt bas, très corrects, comme on a un taux de fréquentation assez important, ça nous permet de avoir une participation des familles et aux services importants. Au niveau de nos recettes réelles de fonctionnement, donc plus 3,40%, on voit quand même qu'on prévoit des baisses de dépenses de fonctionnement et enfin, une hausse moins importante que nos recettes, ce qui est quand même assez intéressant. Donc on a des impôts qui augmentent par rapport on prévoit des augmentations des droits de mutation, car comme vous en souvenez sans doute, quand il y a eu le Covid, il y a eu une baisse après des achats et donc des ventes des biens immobiliers. Là, il y a eu une reprise et donc on a souhaité réajuster cette recette. Alors, on prévoit 25 000 €, mais est-ce qu'on va les toucher? On ne sait pas, mais on pense quand même avoir une augmentation de manière raisonnable. La taxe de consommation finale d'électricité en baisse et la taxe, la TLPE, qui est en augmentation. Les concours financiers de l'État avec la DGF, DSU et DNP sont en hausse, donc 57 000 € en plus. 61 000 € pour la CAF, suite à l'augmentation de fréquentation des ALSH et le taux de prestation de la CAF. Par contre, on a, et ça on avait discuté en commission, je pense, enfin, pas la précédente mais une autre, on avait des incertitudes sur la FCTVA. Donc le FCTVA de fonctionnement va diminuer, donc c'est pour ça qu'on prévoit quand même 12 000 € en moins sur ce sujet. Les produits des services en hausse et il y a aussi l'augmentation de ces services, de ces produits de services, parce qu'il y a la création du réseau marque-page et les communes qui participent vont nous donner des rétributions financières, vu que c'est nous qui lançons le sujet et qui sommes pilotes de ce beau projet. Au niveau de nos dépenses d'investissement, le premier, les travaux à 1,8 million et le deuxième, l'emprunt
1,2 million de remboursement d'emprunt de dépenses d'investissement. Comment vont se décomposer ces dépenses? En premier, les opérations financières qui correspondent au remboursement d'emprunt. Ensuite, nous avons l'administration générale de la collectivité avec l'enseignement, donc là c'est l'école Paul Bert qui est évidemment visé. Le sport jeunesse, voilà, c'est le plateau multisport qui est dedans. Et après, vous avez la sécurité, les transports et puis différents items. Vous allez avoir sur la diapo suivante les investissements, la liste des investissements. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'insister de manière spécifique sur l'ensemble des enveloppes financières d'investissement, mais on a le renouvellement du matériel informatique tout de même. Ça, c'est quelque chose qu'on a musclé depuis de nombreuses années, qu'on continue, parce que la sécurité informatique est sensible et confidentielle. Donc, et là, on a un serveur, par exemple, qui sera à remplacer. Un serveur qui a fait 10 ans, c'est quand même déjà bien. Donc voilà, on aura ces dépenses-là. De manière générale, il n'y a pas de surprise par rapport à l'ancienne version, parce qu'on avait au niveau du DOB, mais je l'ai dit en commission, l'ajout principal, ce sont les tribunes de la salle Ferry. 110 000 € qu'on prévoit parce qu'on a eu un rapport de sécurité qui demande le changement de ces tribunes. Alors personne n'arrive à dater la date d'année d'achat de ces tribunes, mais il semble quand même qu'on soit sur plus de 30 ans, voire plus les 40 ans, sans avoir modifié ces tribunes mobiles. Et donc c'est un impératif de sécurité. Et après, au niveau de nos recettes d'investissement, on prévoit tout de même, sans les subventions que nous pourrions toucher, et notre financement qui sera bien meilleur en réalisé qu'en prévisionnel, on l'espère, 648 000 € d'emprunt, la cession de la maison à côté qui était encaissée, donc si on a pu la prévoir et la mettre dedans, et les différentes subventions. Donc là, à ce jour, on a 90 000 €, un peu moins de 91 000 € qui sont inscrits. Et les différentes dotations. Donc c'est même pas prévu, là c'est fait pour le budget. On a 360 000 € pour le 25B rue Jean-Baptiste Lebas, donc la maison qui est juste à côté, où ça a déjà été signé. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires là-dessus. On prévoit une augmentation de l'autofinancement, sensible, et vous avez l'encours de la dette de 2020 à 2025. Vous aussi, je tiens à dire que quelquefois il y a des villes qui disent on n'a pas d'endettement. Elles n'ont pas d'endettement sur les comptes directs de la ville. Par contre, ils ont un endettement au niveau du CCAS, tandis que nous, on n'a pas d'endettement au niveau du CCAS. La seule personne morale qui finance un CCAS, c'est la ville. Quand c'est un CIBU, c'est un peu particulier. Donc quand on annonce qu'une ville n'a pas de dette, il faut aussi regarder les comptes du CCAS. Quelquefois, ils cachent un petit peu leur endettement là-dedans. Donc vous voyez aussi que pour notre capacité de désendettement, par rapport au compte administratif de 2020, là c'est un compte administratif, on était à 8 ans. En 2022, avec une année très compliquée, on était à presque 10 ans. Et là, en BP, on est meilleur que pour l'année 2024, on est à 4 ans et demi. Donc, pour le plan pluriannuel, j'en ai parlé. Les grands projets de cette année, c'est la continuité de la rénovation de l'école Paul Bert. Cette année, tout du moins, principalement, c'est la partie accessibilité, avec le début de la rénovation énergétique de l'école, la piste sur le site de Lagrange, donc le terrain Alice Villa, l'extension de la vidéosurveillance, l'éclairage public, la tribune télescopique, et je l'ai déjà dit, de
Ferry, le réseau Marque Page et la maison d'Alma. Y a-t-il des interventions concernant le budget? Monsieur Bourdel. Merci Monsieur le maire pour ces explications et données qui permettent aux élus et niçois de mieux appréhender la gestion communale. Faisant suite aux échanges lors du ROB et aux commissions finances et aux explications fournies par les services pour l'analyse de votre BP 2025, dans un contexte économique compliqué, vous nous avez présenté un BP de 22 623 kg pour 24% d'investissement et 76% en fonctionnement. Certes, c'est un budget prévisionnel. Vous y apporterez des délibérations modificatives et des recettes supplémentaires en investissement qui allégeront ou annuleront votre prévision d'emprunt de 648 kg. Dans votre analyse, vous nous dites maîtriser les dépenses de fonctionnement sur les charges à caractère général. Celles-ci sont en baisse de 9 kg. Sachant que la réalisation au CFU 2024 sur le chapitre 11, charges à caractère général, était de 79,32%, soit 723 kg de non-exécution. Certes, il faut être prudent et maintenir le niveau et la qualité des services rendus aux habitants, et j'ajouterai aux associations de notre commune. En diminuant le chapitre 11, charges à caractère général, vous pourriez aider certaines associations de façon exceptionnelle afin d'assurer leur pérennité sans mettre en difficulté leurs dirigeants tout en adoptant ces subventions associatives au nombre d'adhérents niçois. Lors de la consultation de 2023, les Niçois étaient favorables à 67% pour une diminution des actions portées par la ville. Sauf erreur de ma part et après étude de vos documents et questionnements en commission, je ne vois guère de diminution. Par exemple, le compte fêtes et cérémonies dans le CFU 2024, 26 kg. Dans le BP 2025, budgété 34 kg. Votre gestion permet de ne pas augmenter la fiscalité, de même pour les produits des services. Je vous remercie au nom des Niçois. Pour la partie investissement avec les APCP, cet outil permet en effet de contourner certaines contraintes budgétaires et de gagner en fluidité dans l'articulation budgétaire. Le recours à la procédure des APCP facilite la gestion et la lisibilité de l'exécution des opérations d'investissement programmées sur plusieurs exercices. Il permet de ne pas faire supporter sur un seul budget l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais seulement les dépenses à régler au cours de l'exercice et de différer les emprunts. Dans les dépenses d'investissement, j'ai lu préemption 150 kg. Sur certains documents, il est marqué préemption de commerce, QUIL. L'état de la dette est de 778 € par habitant et diminuera pour 2025. Le delta entre le remboursement et l'emprunt éventuel est de 582 kg. La cession de l'ancienne perception et si obtention de subvention, la commune ne devrait pas emprunter en 2025. Une hausse sensible de 52% de l'autofinancement est à noter. Merci de m'avoir écouté. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Tout d'abord, je vais commencer par remercier au nom du groupe les services, et plus particulièrement le service finance pour la constitution et la qualité des dossiers qui nous ont été remis. J'interviens aujourd'hui sur la gestion financière de notre commune, en particulier sur la décision de ne pas lever d'emprunt en 2024 et de poursuivre la vente des biens communaux en 2025. Vos choix permettent d'améliorer à court terme les ratios financiers de notre commune, et le budget est présenté et de ce fait à l'équilibre, ce qui est une obligation réglementaire. Toutefois, je tiens à souligner qu'une telle gestion, si elle présente des avantages immédiats, est une politique de gestion one-shot. La vente de biens communaux, si elle semble être une solution temporaire pour équilibrer nos finances, n'est ni une stratégie pérenne, ni une pratique durable. En effet, ces biens ne sont pas inépuisables, à l'image, si vous me le permettez, du bas de laine ou encore des bijoux de famille. À un moment donné, vous vous retrouverez face à un vide, là
où il n'y aura plus de biens à vendre et vous devrez faire face aux conséquences d'une gestion qui aura privilégié le court terme au détriment de l'avenir. L'argument de vendre pour alléger la dette peut donc sembler séduisant, mais il est aussi important de se poser la question de ce que nous laisserons aux générations futures. Ce que vous faites aujourd'hui est une solution, je rappelle, à court terme. À long terme, il faudra espérer que la dette de la ville continue de baisser pour permettre de lever de nouveaux emprunts si nécessaire. Nous sommes d'accord pour dire qu'il est essentiel de gérer la dette, mais il est aussi crucial de penser à notre capacité d'investissement futur et à l'avenir des infrastructures, le maintien des services publics que nous devons effectivement continuer à développer. Je vous invite donc à réfléchir dès à présent à des solutions plus durables, à plus long terme, qui garantiront la stabilité financière de notre commune, car il ne reste plus grand-chose dans le bas de laine, et l'échéance où il sera nécessaire d'équilibrer le budget sans recettes exceptionnelles approche. Merci pour votre attention. Alors, de manière générale, pour la première intervention, je partage grandement ce qui a été dit. Les ratios sont bien meilleurs, et il y a surtout la tendance de fond qui est bien meilleure. Et où on a des outils aussi qui sont plus faciles pour lire le budget. On a aussi une modernisation, et ça c'est du fait des temps, où on a un suivi qui est beaucoup plus facile. Pour l'association, moi je suis à l'écoute, voilà, de chaque association, sans aucun problème. J'ai même travaillé personnellement à ce que certaines structures puissent avoir de l'argent de la part du département, quand le département en donnait aussi. Donc je suis très sensible à cette activité associative qui anime la commune. Après, pour la question du court terme, moi j'aime bien les remarques, parce que quand certains étaient dans la majorité et qu'on avait vendu des biens, c'était la critique qui avait été faite. Pourtant, ces personnes qui étaient à la majorité à l'époque ont voté aussi la vente de ces terrains. C'est tout, hein. C'est comme ça. C'est d'autres. Oui, bien sûr. Sauf qu'à l'époque, on disait la même chose de la situation financière de la commune, et aujourd'hui, elle n'a jamais été comme celle-ci auparavant. Si on investit, si on vend pour du fonctionnement, ce qui est de toute façon impossible en termes de comptabilité publique, ce serait ridicule. Si c'est par exemple vendre un bien pour faire un 14 juillet énorme, ce ne serait pas très intelligent. Tandis que là, c'est une vente par exemple de la perception, et c'est pour améliorer les conditions de l'école Paul Bert. Si ça, c'est pas investir pour l'avenir, pour que enfin les enfants aient un ascenseur quand ils ont une jambe dans le plâtre, plutôt que de devoir rester chez eux pour étudier, je pense que ça c'est de l'avenir. Je pense aussi que quand on a eu un cycle de 9 millions, alors je sais que je répète souvent les mêmes choses, mais comme entre une discussion budgétaire où j'ai pas de remarques et on dit que c'est plutôt bien, qu'il n'y a pas d'autre solution, et d'un seul coup on dit que c'est une gestion court-termiste, je me demande ce qui a changé. Peut-être qu'il y a une déclaration aussi aux élections municipales, de candidature, par exemple, qui a été faite dans le journal. Par contre, pour jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, j'ai eu aucune proposition de votre part et de votre groupe. Depuis 2020. Aucune. Que de la critique sur notre gestion. Dès qu'on dépensait un petit peu plus, non, pas de dépenses. Et quand on ne dépensait pas, il faut dépenser. Hormis dire l'inverse de ce qu'on fait quelquefois, c'est quand même un peu bizarre. Et si on était si mauvais que ça, pourquoi vous avez voté notre compte financier unique, qui est notre résultat? C'est ma question. Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas ce retournement de situation entre deux conseils sur la même discussion, et où j'ai demandé qu'on rajoute, parce que c'était ma responsabilité personnelle, si la tribune demain tombe, j'en serai responsable. C'est la seule dépense qu'on a rajoutée entre deux. Tout le reste avait déjà été affiché. J'ai toujours été très clair. Et avec M. Jeanne, et je l'ai dit lors du débat de dotation budgétaire, on avait été très clair aussi par rapport à l'endettement. On a dit qu'on aurait un pic d'investissement et un pic d'endettement avec l'école Paul Bert et la cuisine centrale. Et aujourd'hui, personne, déjà même à ce moment-là, personne n'a critiqué le projet. Je dis bien personne. Il y a eu des questions
de manière globale. Sur la manière de faire, il y a eu des critiques. Sur le fait de vouloir tout faire d'un coup, ou alors faire l'école maternelle ou la cuisine centrale. Mais aujourd'hui, qu'il y ait une seule personne qui me dise que l'école Paul Bert maternelle est mal faite et que le projet de cuisine centrale, avec les résultats qu'on a, et encore ce que j'ai dit par rapport au menu qu'on fait et où on privilégie la qualité et la santé des enfants, honnêtement, nos investissements ont plutôt été bien faits. J'ai pas, sur l'ensemble de cette gestion budgétaire, où on a augmenté et où ça n'a pas été utile. Alors oui, cette année, il y a une dépense supplémentaire, et il y a 2 dépenses supplémentaires. Au niveau des fêtes et cérémonies. Oui, il y a le Nouvel An niçois, parce qu'on a eu ces discussions. Moi, j'étais défavorable aux vœux comme auparavant, où ce sont des gens d'autres communes qui sont invités de manière sélective, et les Niçois ne peuvent pas venir. Là, c'est une fête où tout le monde peut venir. Après, l'animation populaire peut déranger peut-être certaines personnes. Et c'est aussi le jumelage qui reprend. Et le jumelage, ça a un coût, mais qui est assumé. Mais après, quand on me demande de faire du jumelage, qu'on me demande de faire des échanges avec le jumelage, et qu'après on me dise que ça coûte, qu'il y a des augmentations, ça me fait doucement rire. Maintenant, de manière globale, il faut élargir les choses, diminuer la dette, ne pas augmenter les impôts, ne pas avoir augmenté ni les ALSH, ni les cantines depuis 2020, avec toutes les crises qu'on s'est tapées depuis 2020, honnêtement, faites le comparatif avec les résultats sur l'autofinancement qu'on a aujourd'hui. Et faites le comparatif avec les autres communes de la mer. Je pense qu'on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Abstention. Le budget primitif 2025 est adopté à la majorité, 30 voix pour et 3 abstentions. Donc je vous propose maintenant de passer au vote des taux. Donc, des questions. Qui s'abstient, qui vote contre? Le vote des taux est adopté à l'unanimité. Donc maintenant nous passons sur les APCP. Et donc je rejoins M. Blondel sur cette technique d'APCP qui est une obligation par rapport à la nomenclature M57. Et ça me permet aussi de me joindre à tous les remerciements qui est adressé au service finance, en particulier à leur numérique chef de service, qui est toujours de très bons conseils, que je ne peux toujours pas citer, qui ne voulait pas un classique, mais je la remercie aussi d'être présente et de donner aussi les bons conseils, et je remercie également monsieur le DGS et à travers lui tous les services qui ont aussi cette bonne vision de l'utilisation de l'argent public. Donc, vous avez cette délibération avec les crédits de paiement de 2024, 2025, 2026 et 2027. Donc, ça mélange le site Alice Miller, donc sur le site de Lagrange, ainsi que l'école Paul Bert élémentaire. Pourquoi aussi une telle opération sur 2025, 2026, 2027 et 2028 et pas tout sur une fois? C'est que vu l'importance de cette école, qui, je n'ai toujours pas eu la confirmation des choses, mais qui est quand même l'école élémentaire, à ce jour, sans contradiction, la plus grande école élémentaire publique du département du Nord, on ne peut pas faire les travaux en une petite vacance, même en une vacance d'été. Donc il y a un phasage qui est prévu pour la rénovation suivant les différentes phases et les différents pans des façades. En sachant que on ne peut pas faire comme l'opération de la maternité Paul Bert, où il y avait besoin de déconstruction, parce que faire déménager 20 classes avec 20 portes à cabine serait un coût de dépenses de fonctionnement de location extraordinaire. Et là, oui, j'aurais de quoi être alerté sur nos ratios financiers. Quand un bungalow, ça coûtait presque 10 000 euros, plus de 10 000 euros par mois, vous imaginez ce
que ça peut coûter 20 bungalows. Voilà. Donc, on va se passer de sites de dépenses et on va lisser les dépenses. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ces APCP? Je ne pense pas. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, nous avons, si tout le monde en est d'accord, un vote global qui est prévu et un vote individuel. Donc moi, je vous propose des délibérations de la page 12 à 34 de les grouper et qu'on considère que toutes les personnes qui ne peuvent pas voter ces délibérations, c'est ce qui est fait dans toutes les institutions, notamment à la MEL, c'est un bon exemple, pour une fois, les personnes sont considérées comme non votantes à ces délibérations. Comme ça, au moins, on ne va pas passer sur chaque délibération. Maintenant, s'il y a des questions en amont, je vous propose de les poser dès maintenant pour qu'on puisse y répondre et qu'après on passe au vote, sauf si sur certaines délibérations, il y a des oppositions. Mais vu que les associations seraient dans un état de péril imminent, ce serait dommage de ne pas leur verser leur subvention. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? L'ensemble des délibérations relatives à l'octroi de subventions sont adoptées et est adopté à l'unanimité. Donc le tableau des effectifs. Bonsoir à tous. Dans le cadre de l'organisation des services et d'un meilleur service au public, il vous est proposé le tableau des effectifs qui a été modifié en ce sens. Donc vous avez des postes qui sont créés en filière sportive, animation médico-sociale et technique, qui relèvent d'avancement de grade, et d'une création d'un poste pour le cadre de santé. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, dans la continuité, afin de pouvoir verser les salaires au cadre de santé, nous devons modifier une délibération qui est relative à la mise en place du régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Par délibération du 30 septembre 2020, le Conseil municipal a adopté la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Ce régime indemnitaire repose sur deux composantes principales, l'IFSE et le CIA. Afin d'adapter ce dispositif, il convient de modifier l'article 3 qui fixe la répartition des groupes de fonctions et les montants maximaux en y intégrant le cadre d'emploi des cadres territoriaux de santé. Donc vous avez les deux tableaux qui vous sont projetés, notamment le CIA et l'IFSE. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de remarques, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc là, je vais vous présenter une délibération pour la cession amiable d'un immeuble. Il s'agit du trésor public, qui est situé 6 bis rue Jules Guesde à Nice. Donc le bail a été résilié le 28 février 2024. Nous avons déclassé le bien par délibération municipale le 3 avril 2024. Le service des domaines a estimé ce bien à 284 000 € avec une marge d'appréciation de 20%. Donc je vous rappelle un peu, c'est une construction qui date de 1962, qui n'a jamais été rénovée, qui présente une surface utile d'environ 300 m², une partie professionnelle en rez-de-chaussée et une partie logement à l'étage.
Donc dans la perspective de la vente, nous avons effectué un appel à manifestation d'intérêt. Et en date du 21 janvier, la société AD Ouverture a fait une proposition au prix de 270 000 €. Donc le projet présente en fait un transfert et l'extension de l'activité artisanale et commerciale existante, puisque la société se trouve juste à côté. Et également un usage mixte du bâtiment, puisque les logements vont être étendus et rénovés. Voilà. Donc les frais de notaire seront à charge de l'acquéreur. Et donc je vous demande, s'il n'y a pas de questions, de vous prononcer sur cette délibération. As-tu des remarques supplémentaires? Donc, nous pouvons passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération d'obtient l'unanimité. Merci. Donc la délibération suivante est un projet de modification du plus 3 à nouveau. Donc cette délibération ne concerne pas vraiment la ville de Lys, hein, puisque on redélibère à nouveau pour poursuivre en fait la déclinaison des orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Au niveau de notre ville, on n'a rien à ajouter au plus 3, ce qui n'est pas le cas d'autres villes, mais toutes les villes doivent délibérer à nouveau. Donc je vais vous demander de voter s'il n'y a pas de questions sur cette délibération. C'est juste parce qu'il y a deux choses qui sont mélangées sur cette délibération. Voilà. C'est pas sur le plus même qui concerne la ville, c'est sur la partie TRT du tram. Voilà. Je souhaite quand même qu'on revienne sur cette question. Au début, à préciser plutôt, parce qu'au début on avait la volonté, c'est ce qui était soumis en commission, d'adopter un avis défavorable au plus. Enfin, au PLUI. J'insiste sur le I cette fois-ci, intercommunal. C'est-à-dire que si la ville émet un avis défavorable, ça reporte la procédure de la MEL pour l'ensemble de la MEL de 6 mois. Alors, je pense que nous avons des choses importantes à dire, mais de là à bloquer l'ensemble du processus de la MEL, on n'en est pas là. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien. Il y a quand même des signaux qui sont plutôt bons, parce que demain, j'ai une réunion à la MEL sur le sujet du PLU et du tram particulièrement, mais ce soir, c'est l'occasion de réaffirmer certaines prises de position de notre part. J'insiste dessus. Quelles sont-elles? C'est la question du maillage territorial, c'est la question de l'accessibilité pour la commune, et c'est surtout, pour nous, deux questions. La première, c'est qu'avant qu'il y ait les premiers coups de pioche, au bulldozer, la RD 700, M700 doit être doublée. Il serait quand même plus judicieux de passer par des feux rouges qui coûtent moins cher plutôt que faire un pont et un tunnel. Bon, ça, après, c'est de l'argent public, c'est pas l'argent, donc certains s'en fichent. Mais pour moi, la question des feux, et tout le monde était contre quasiment le projet devant Schering, et aujourd'hui, personne ne conteste ce projet. Au début, on se disait que ça allait pas marcher, et finalement, ça a marché. Il faut rendre grâce sur le sujet à Mme Finocco et à Mme Voncoli qui ont porté le sujet et qui nous ont dit que ça marcherait. On ne les a pas cru, finalement, ça marchait. Comme quoi, les élus ne sont pas que des bêtises quand ils sont en fonction aussi. Et moi, je reconnais que là-dessus, je n'étais pas convaincu et les faits l'ont montré. Donc, la partie, les RD 700, d'abord. La deuxième, c'est qu'avec ce tram, et j'insiste sur l'avenue de Verdun, l'avenue Roger-Salengro et l'avenue Motte, si un tram passe, on n'y aura pas de bus qui vont longer ces réseaux de tram. Donc, tous les Lyssois qui prennent le bus pour la rue de Coëm, la rue du Frénois, devront prendre un bus pour aller jusqu'au tram, et du tram, prendre le tram pour aller jusqu'à Roubaix.
c'est-à-dire 2 modes de transport pour rejoindre le métro pour aller sur l'île. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui entendable. C'est aussi bien avoir des rabattements vers ce tram. Il faut utiliser le tram, donc ce sera de l'argent public dépensé. Mais il faut avoir un moyen de transport rapide. C'est aussi conforter l'Aliane 3 qui changera de nom sans doute, mais qu'on ne rabatte pas toutes les personnes qui viennent du Bon Poste, de la Justice et une partie du centre vers un arrêt de tram pour aller vers Roubaix. C'est qu'on conserve bien ces lignes de bus qui vont directement à l'Eurotéléport. Voilà, ce sont ces choses-là qu'il faut maintenir, parce que c'est pas quand il y aura le tracé de tram en 2032, si ça arrive un jour, parce qu'il faudra payer, mais malgré tout, il faut le dire aujourd'hui, c'est point d'alerte. C'est peut-être, et je le dis parce que le budget l'année prochaine, on en discutera, mais c'est la libération la plus importante de ce soir, c'est celle-ci. Parce que là, on joue l'avenir de la commune et des déplacements des Lissois et même des villes aux alentours, mais chaque conseil municipal à prendre ses responsabilités, mais pour les 50 prochaines années, au moins. Donc nous proposons d'émettre un avis favorable avec des demandes d'ajustement sur le sujet, bien que ça ne concerne pas forcément que de l'urbanisme et que ça concerne aussi du transport, mais pour bien que nos remarques soient prises en compte. Y a-t-il des demandes d'intervention complémentaires? Madame Vadol? Alors, effectivement, depuis le début des discussions sur la création de la nouvelle ligne de tramway entre Neuville et M, le tracé et ses impacts sur la commune ont suscité beaucoup de débats. Et il me semble aujourd'hui légitime de pouvoir se poser la question, mais nous avons en partie répondu, sur notre implication dans ce dossier stratégique. Rappelons tout d'abord qu'en tant que conseiller métropolitain, vous participez aux réunions de travail, même si, a priori, vous n'êtes pas toujours invité, comme on a pu le lire dans la presse, et vous votez aussi lors des étapes cruciales de ce projet, dont les premières décisions ont été approuvées en 2019 par les conseillers métropolitains. Vous étiez à l'époque premier adjoint, M. Jeanne était maire de notre commune et donc conseiller métropolitain. Donc toutes les infos étaient à votre disposition. Toutefois, je tiens quand même à souligner qu'on a eu un manque d'informations entre 2022 et maintenant. 2022, en avril, vous nous avez demandé de voter une motion en conseil municipal, déjà pour alerter sur la situation de l'Isle-et-la-Noix. Nous l'avons voté. C'était un signal fort de la part du conseil municipal. Mais ensuite, nous constatons pas beaucoup d'interventions de votre part, de la part du conseil municipal. Donc on a essayé de s'informer parce qu'on n'a pas eu d'informations depuis 2022. Lors des conseils métropolitains justement de juin 2022 et décembre 2022, nous n'avons eu aucune trace d'intervention de votre part pour défendre la ville en matière de transport. Aucun retour sur les préoccupations légitimes dont vous parlez à nouveau depuis, on va peut-être dire, 1 ou 2 mois, sur un sujet pourtant qui était, comme je le rappelle, assez crucial. Donc nous n'avons pas eu d'informations, nous n'avons aucune information ni sur l'avancée, ni sur les actions que vous avez pu mener, ce qui est peut-être dommage, ni sur les résultats obtenus. Donc ce soir nous demandons les réponses précises sur les actions concrètes qui ont été menées dans ce dossier. A priori vous en avez, vous avez rendez-vous demain. Et au-delà de ces questions, je pense qu'il serait intéressant de porter ces informations claires et transparentes à la population. Parce que si on voit ce qu'est en train de vivre M. Vercamer sur M, par rapport à l'arrivée du tramway et ses habitants, il serait peut-être bien qu'on concerte aussi notre population. Merci. Alors, je suis ravi que c'est votre première intervention sur l'urbanisme depuis 2020. Avec chaque... Non, pas du tout, mais vous me mettez en cause. Donc moi, je vous dis que on n'a jamais eu d'intervention sur les différentes délibérations de modification de plus, que j'ai été invité, et je l'ai dit, et je ne pensais pas que mon intervention à la MEL ferait la page régionale de Nord-Éclair et de Bas-du-Nord. Moi, je m'en fiche d'avoir les médias. Ce que je veux, c'est que la situation des Lissois ne soit pas dégradée. J'ai eu une réunion le 29 janvier sur ce projet d'urbanisme. C'est la seule réunion que j'ai eue. Maintenant, on a tous voté, je dis bien tous, en mairie de Roubaix, majorité comme opposition de l'époque, le fait d'avoir un tram sur le versant nord-est. Et je reste persuadé qu'il faut un tram sur le versant nord-est de la métropole. Je pense que
avoir des liaisons vers Roubaix, c'est une bonne chose, mais que les déplacements ont changé aussi. Il y a Lille et Villeneuve d'Ascq qui sont attractifs. Donc je le dis, je le répète depuis toujours, je ne suis pas le seul élu de la métropole, je ne peux pas monopoliser la parole et ce n'est pas ce dont j'ai envie. Mais si on doit faire mon bilan de conseiller métropolitain, je ne pense pas être celui qui a le plus voté de délibération. Loin de là. Sur cette délibération, j'ai voté contre, parce que ça n'avait pas d'incidence juridique importante au niveau du tram. J'ai voté contre les différentes augmentations d'impôts qui ont été faites, la création de la GEMAPI et la TOM, et je me suis déjà exprimé aussi dans toutes les commissions. Après, si vous voulez que je retrouve les différentes interventions, il n'y a pas de problème pour vous les dire, mais quelquefois, les réunions ne se font pas, les interventions ne se font pas non plus en séance publique. Et vous le savez très bien, ce sont les travaux aussi des commissions et des différentes réunions. Ce serait quand même ridicule de refaire le même débat en commission ou en réunion, quand on est invité évidemment, en conseil. Depuis toujours, on se dit toujours que ça ne sert à rien d'avoir le même débat en commission et en plein conseil. À la MEL, c'est à peu près le même principe. Bien à tomber, et lorsque j'ai été invité le 29 janvier pour cette réunion spécifique, la semaine suivante, il y avait un conseil des maires du territoire roubaisien sur le transport. Et j'ai tenu exactement les mêmes propos. On a même demandé, et on l'a voté évidemment à l'unanimité, que le tram s'arrête sur l'issue de la Noix au niveau de Stein, ce qui aurait permis d'avoir un pôle d'échange et quelque chose d'intéressant. La MEL n'a pas voulu, ils ont choisi un autre tracé, c'est comme ça. Mais je pense avoir quand même au niveau de la MEL, être intervenu sur le sujet du transport et sur le sujet du logement, qui sont quand même pas deux sujets neutres, et avoir bien montré que je n'étais pas d'accord, et avoir quand même synthétisé de manière générale l'avis unanime du conseil municipal sur l'attribution des logements sociaux et sur le tram. Je pense quand même que tout ce que j'ai dit, tout ce que vous avez pu lire, tout ce que vous avez pu entendre, on en a tous discuté. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Le conseil municipal émet donc un avis favorable sous réserve d'ajustement. Merci. Les délibérations concernant la vidéoprotection. Bonsoir à tous. Je vous propose de voter l'ensemble des délibérations en une seule fois. Donc le projet se porte sur la création d'installation d'un système de vidéoprotection sur 5 sites. Donc à l'angle de la Légion Monnet, carrière du Bar, angle Foch, parc des Sports, le parking de la rue Jeanne d'Arc, le parking de la rue de la Paix et l'angle Colombier-Ronsard. Toujours dans notre objectif de développer le dispositif. Je tiens à souligner aussi que 2025, c'est un partenariat fort avec Partenor pour l'installation d'un système de vidéoprotection sur le béguinage. Le Partenor a financé l'intégralité du projet à plus de 60 000 €. Et ça serait également la réfection de différentes caméras installées depuis maintenant une dizaine d'années. On peut passer au vote s'il y a des questions. Pas de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Convention, regardez si je n'ai pas mis, c'est bon. Convention d'objectifs avec l'association Espoir. Donc, je vous propose de renouveler, d'avoir une nouvelle convention avec l'association Espoir. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions s'il y a des questions. Est-il des questions? Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Je passe la parole à Madame Brasserie pour les associations. Bonsoir à toutes et à tous. La délibération concerne le renouvellement de l'adhésion à l'association l'URACEN, donc l'Union régionale des associations culturelles.
pour poursuivre notre investissement et notre soutien auprès des associations. Donc, il s'agit d'un renouvellement d'adhésion à un montant de 500 €. Une délibération qui a été échangée en commission culture sport. Donc, il est demandé ce soir de voter ce renouvellement d'adhésion. Des remarques, des questions? Non. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption. À l'unanimité. Alors, vous avez au niveau de vos informations de track sur le compte de rendu d'activité sur le Petit Prince. Donc, on voit aussi une baisse d'effectifs et des suppressions de classes l'année dernière. Vous avez aussi les différentes les rapports sur les indemnités, donc vous pouvez faire vos petits calculs. J'ai oublié de préciser aussi que je finance vous-même ma ligne de téléphone portable et je n'ai pas de téléphone de fonction ni de voiture de fonction. Les lignes protocolaires sont dépensées de telle manière: 397 € pour les gerbes florales funéraires, 209 € pour 6 bouquets naissance et mariage, 36 € pour un bouquet de départ en retraite mutation et 310 € pour 6 coussins protocolaires lors des commémorations patriotiques. Je vous souhaite une bonne soirée.